motivation à grand corps quand même. Hein. Et William, ici, il est en propreté. Claude Combé, c'est intéressant qu'il soit là parce qu'il a... Oh. Oui, on en est où? Affaire 5, toujours, vas-y, de l'humour, là-bas, je te présente l'affaire 5. Affaire 5, orientation et crédit ouvert au titre du droit à la formation des élus communautaires. L'article L2123-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2019-1466 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique applicable par renvoi de l'article L5211-2 du même code, prévoit que les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le texte vise à permettre aux élus de bénéficier d'une formation individuelle adaptée aux fonctions et aux missions qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont, au sens de la loi, droit à un congé de formation de 18 jours sur toute la durée de leur mandat, et ce, quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Pour faire valoir ce droit à la formation, les élus doivent adresser une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le début du stage, en précisant la date, la durée et le nom de l'organisme agréé qui dispense la formation. Cette demande peut être refusée si l'employeur privé estime, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'absence de l'élu salarié serait de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Concernant les élus fonctionnaires ou contractuels, la décision de refus doit être motivée par les conditions de nécessité de fonctionnement du service et doit être communiquée avec le motif de refus à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Dans tous les cas, si le refus n'est pas notifié dans les 15 jours avant le début de la formation, la demande est réputée accordée. En cas de refus, si l'élu renouvelle sa demande dans les 4 mois après la notification du premier refus, l'employeur privé ou l'autorité dont il dépend se voit dans l'obligation d'apporter une réponse favorable à sa requête. Concernant les dispositions budgétaires, le législateur prévoit, au terme de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, que la valeur de la ligne budgétaire affectée aux dépenses de formation doit être comprise entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction qui sont susceptibles d'être servies aux membres de l'Assemblée délibérante. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire à inscrire au budget de la communauté d'agglomération. Une ligne qui est exclusivement réservée aux dépenses suivantes. Les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour, c'est-à-dire les frais d'hébergement et de restauration, les frais d'enseignement résultant de l'exercice du droit à la formation, la compensation des éventuelles pertes de salaire, de traitement ou de revenus justifiés par l'élu et plafonnés dans la limite d'1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, le SMIC, de 8 heures par jour et de 18 jours par élu pour toute la durée du mandat. Seules les formations liées à l'exercice de la fonction d'élu communautaire et dispensées par un organisme titulaire d'un agrément délivré par le ministre de l'Intérieur pourront faire l'objet d'une prise en charge par l'EPCI. Aussi, l'organisme dispensateur de formation doit remettre à l'élu une attestation constatant sa fréquentation effective aux séances du stage suivi. Un document qui peut être exigé par l'employeur ou l'autorité à titre de justificatif. Le droit à la formation des élus est mis en œuvre selon les modalités définies par l'organe délibérant dans les 3 mois qui suivent son renouvellement. Il détermine
les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Enfin, chaque année, un tableau récapitule les actions de formation des élus communautaires financées par la communauté d'agglomération doit être annexé au compte administratif de l'EPCI. Ce document doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres de l'Assemblée. Si les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, au titre duquel ils avaient été inscrits, ils devront être affectés en totalité à la ligne budgétaire affectée aux dépenses de formation de l'exercice suivant, et ce jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement du conseil communautaire. S'agissant des orientations à définir au titre du droit à la formation des élus communautaires, il est proposé aux conseillers communautaires de définir des orientations permettant d'une part la mise en place d'un socle commun et d'autre part le développement de parcours de formation individualisés. Il y a donc un tableau joint, donc je ne vais pas prendre le temps de vous le lire puisque nous l'avons tous sous les yeux. Concernant les crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus communautaires, conformément aux dispositions prévues par l'article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales, l'enveloppe mensuelle relative aux indemnités de fonction susceptibles d'être servies aux élus communautaires de Cap Excellence s'élève à hauteur de 31 310 €, soit un budget annuel de 375 720 €. Ainsi, l'assiette réservée aux dépenses de formation doit être comprise entre 7 514,40 € et 75 144 €. Il est proposé au Conseil communautaire de porter la ligne budgétaire des dépenses relatives aux frais de formation des élus à hauteur de 57 000 €, soit une disponibilité moyenne de 1 200 € par élu. Les membres du Conseil sont donc invités à se prononcer sur cette affaire. Très bien, mise en discussion. Y a-t-il pas d'intervention, formation, droit à formation? C'est important. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté l'affaire 5, fixation des indemnités mensuelles aux fonctions perçues par le président, les vice-présidents et autres membres du bureau communautaire détenteurs de délégation de fonction du président. Est-ce que les conseillers communautaires, bon, c'est pas une affaire urgente, on va pouvoir reporter cette affaire en 2022 ou 2023. Vous êtes d'accord? Ah, unanimité? Paras-tu d'accord? La ville du Gosier. Bénévole. Bénévolat. On n'a pas de bénévole ici. Ah, mais c'est vrai qu'on dépense beaucoup, hein, nous, hein, dans toutes ces... Alors, bon, je ne vais pas vous lire tout ce... Alors, qui est-ce qui peut faire une présentation? Monsieur DJS, vous avez, ou quelqu'un des finances de votre accord, peut faire une présentation synthétique et transversale. Eliezer, présente les affaires un peu, sans relire tout le texte, hein, synthétiquement, hein, pédagogiquement. Très bien. Oui, donc pour la fixation des indemnités, hein, c'est bien ça. Donc, conformément à la réglementation, il vous est proposé de mettre en œuvre les indemnités aux élus. Donc, deux possibilités. La première concerne les indemnités mensuelles de fonction qui sont versées au président, vice-président et conseiller communautaire détenteur de délégation. Ça, c'est la première partie. Pour le président, le vice-président et les membres du bureau détenteurs de délégation, conformément à la réglementation, nous avons calculé le montant maximal d'indemnités qui peuvent être servies mensuellement. Il est de 31 310 €. En application de la réglementation et conformément aux taux qui peuvent être versés, il faut savoir que le taux mis en place est le taux de l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour le président, il est proposé un taux à hauteur de 145%.
c'est le taux maximal. Et ce taux donne une indemnité mensuelle brute de 5 639,63 €. Pour Donne droit, c'est le plafond. Voilà, L'indemnité c'est par maximale. rapport au taux. Tout à fait, Président. C'est le plafond, c'est pas obligé d'être pratiqué. Hein. Vas-y. Alors, pour le premier et deuxième vice-président, il vous est proposé d'attribuer, sachant que pour les vice-présidents, le taux maximal est de 66%, il vous est proposé d'attribuer au premier vice-président un taux de 60% et deuxième vice-président un taux de 54%, compte tenu des délégations qui leur seront attribuées. Je suis membre d'accord. Pour les autres vice-présidents, c'est-à-dire du 3e jusqu'au 14e vice-président, il vous est proposé de leur appliquer un taux de 30%. Alors, je donne l'indemnité pour le premier vice-président par rapport au taux, c'est 2 333,64 € pour 60%. Deuxième vice-président, 54% du taux de l'indice brut maximal, ça nous fait 2 100,28 €. Et les autres vice-présidents, qui sont à 30%, donnent une indemnité brute mensuelle de 1 166,82 €. Ensuite, il reste à attribuer aux autres membres qui bénéficient d'une délégation. Il vous est proposé d'attribuer aux autres membres du bureau une indemnité aux autres membres du bureau bénéficiant d'une délégation de fonction, une indemnité de 15% qui donne un brut mensuel de 583,41 €. Pour le deuxième membre du bureau et le 8e membre du bureau, qui vont bénéficier de délégations particulières et donc qui justifient au regard des travaux et de l'acuité de ces délégations de fonction une possibilité de taux différencié, il vous est proposé de leur attribuer un taux à 30% pour le deuxième et le 8e membre du bureau. Voici un peu présenté rapidement les synthèses des taux pour les conseillers, pour le président, vice-président et conseillers communautaires bénéficiant de délégations de fonction. Évidemment, dans le respect de l'indemnité globale à ne pas dépasser, qui est de 31 100 €. Oui, sachant que c'est un taux maximum, mais c'est un arrêté qui donne l'arrêté d'indemnité doit rester dans le cadre fixé par le Conseil communautaire, plafonné. C'est bien ça? Tout à fait. Là, tu vois. OK. Alors, les indemnités seront versées dans le respect aussi de la réglementation applicable au cumul des mandats. Hein, il y aura des écrêtements si nécessaire. Oui, moi, de tête écrété, de toute façon. Et maintenant, ce qu'il faut rappeler, je l'ai découvert récemment, c'est que les élus communautaires qui ne sont pas au bureau, en tant que vice-président ou simplement en tant que président, vice-président ou membre du bureau, ne peuvent pas avoir de délégation. C'est bien ça. Ils n'ont pas de délégation, donc à ce titre, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnité. Parce que pour avoir l'indemnité, il faut avoir une délégation. On est d'accord? Donc mon intention, c'est de donner des délégations à tous les membres du bureau, hein, OK, qui permettra d'avoir droit à cette indemnité plafonnée au niveau que vous avez là. OK, je vais leur donner plus. Alors, je continue sur... Oui, les autres élus communautaires qui ne peuvent pas avoir délégation et ont leur indemnité de 6%, c'est ça? C'est ça? Tout à fait, Président. Pour les conseillers communautaires qui ne sont pas membres du bureau, donc en vertu de la réglementation, ils ne peuvent pas bénéficier de délégation de fonction. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas représenter le président, mais ils ne peuvent pas recevoir de délégation de fonction. Le taux pour ces conseillers communautaires, en fonction de la réglementation, le taux maximum est de 6%.
Donc c'est une enveloppe qui est distincte de celle du président, du vice-président et des membres du bureau, enfin des conseillers communautaires ayant délégation. Donc pour les 23 autres conseillers communautaires, vous est proposé, le président propose de fixer ce taux à 6% de l'indice brut maximal de la fonction publique, ce qui représente en brut mensuel un montant de 233,36 €. Voilà. Oui, mais sauf moi, je dois m'écouter. Très bien. Vas-y, Loubin. Allô? Bonsoir. C'était ça déjà un peu ma question. C'était pour les conseillers communautaires qui sont présidents de commission, effectivement. J'ai compris que la loi Mais c'est ce que je croyais comme toi. interdit ça. Voilà, donc c'est un peu dommage. Oui, que même en mettant... Ils ont une vraie oui, fonction. D'ailleurs, dans notre proposition chez Abbé Marot, c'était de voir les positionner et ne pas positionner les membres du bureau, comme moi, par exemple, hein, pour laisser... c'est ça l'objet. Mais vous pouvez faire votre cuisine interne dans le groupe, hein. C'est pas interdit. Vous pouvez décider dans le groupe de mettre dans un fonds commun des annuités et de le redistribuer après, suivant les critères que tu viens d'énoncer. Non, c'est pas ça. Je disais que ça dépend de nos membres du bureau. Je peux décider de donner 1 000 € de mon indemnité ou 500 à tel élu, hein, ça c'est mon affaire personnelle. Ok, personne ne peut me l'empêcher. J'ai pas envie de délibération du conseil communautaire là-dessus. Voilà. Et la deuxième observation, c'était pour l'écrêtement du président. Le président est forcément écrété. Oui. C'est-à-dire qu'il touche déjà le maximum aux abîmes, certainement. Et donc le solde de l'écrêtement, pourquoi il n'est pas reversé aux autres membres, aux autres vice-présidents, que je ne suis pas d'ailleurs. Hein. Le solde de l'écrêtement. Oui, bien sûr. On touche environ aux abîmes 7 000 €, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je dis. Hein. Et chez nous, là, à CAPEX, 5 000 €. Ça fait 8 000. Je crois que le plafond, c'est 8 000 et quelques. Donc les 4 000 supplémentaires, il faudrait les reverser si la loi me permet de répartir mon écrêtement. Au vice-président, comme on dit, sachant que le taux maximum des vice-présidents, c'est de 60%. Oui. 60% des vice-présidents. On va voir ça. Donc, je crois qu'il faudrait... Voilà. Et je regrette surtout pour les conseillers communautaires qui sont présidents de commission et qui ne peuvent pas avoir, comme on dit, l'indemnité. Nous, on aurait pu, comme on dit, sans problème récupérer éventuellement. Mais ce n'était pas notre but en clair. On voulait partager déjà, dès ce moment-là, nos indemnités. Et parler des membres du bureau. Oui, je le regrette, je comprends. Moi aussi, moi-même d'ailleurs. J'ai des vice-présidents qui sont pas au bureau. Voilà. Quoi que c'est Alice Nabajot, je crois. Et il y en a dans notre. Fabien Micheli, etc. Bon, voilà, tu me diras aux abîmes, ça. J'ai veillé pour ma passeport, comme vous avez fait à Bémao, que mes adjoints au maire ne sont pas vice-présidents. Il n'y a pas de cumul chez moi de vice-président, adjoint au maire, ça n'existe pas. Et j'ai veillé, justement. Vous non plus, mais très bien, vous savez. Vous êtes sorti à la bonne école. Hein? Oui, sauf le maire de privilège. Oui, le maire, c'est la seule, c'est moi. Président. Ça se discute encore ou ça se négocie après? Non, mais l'écrêtement, je vais disposer de l'écrêtement comme je l'entends. Il n'y a pas de libération pour l'écrêtement, monsieur Eliezer. On vote ça, mais moi, on traite l'enveloppe après. Je note ta suggestion. On traite l'enveloppe après. Bon, on va étudier ça, enfin, ça n'est pas trop tard. On va étudier, voir si on doit... Hein? Non, je ne repars pas l'affaire, je ne voudrais pas toucher. Sinon, ils ne vont pas toucher. On va déjà partir sur ces bases-là et puis revoir après les modifications sur l'écrêtement. Je note ton écrêtement. Parce que moi, c'est pas... De toute façon, je serai écrité, ce n'est pas le choix. Ce n'est pas une option. Sinon, je me fous jusqu'au codine de la Chambre des comptes et de la justice. Donc, ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc, je serai écrité, il y a un petit delta qui va rester. On va voir juridiquement s'il me faut un accord du conseil communautaire ou pas pour en disposer, notamment vis-à-vis des vice-présidents qui ne sont pas membres du bureau et qui ne peuvent pas prétendre à une délégation et
une indemnité qui va avec. Donc j'ai bien noté ta suggestion qui est tout à fait intéressante, mais on va essayer de la cadrer juridiquement pour ne pas commettre d'impair. Très bien, donc on a noté. En attendant, on va quand même voter ça, sinon vous n'êtes pas touché. Il y a des rappels dans tout ça? Ah ben vous avez de la chance, vous avez des rappels. On a des rappels. On aura des rappels. Donc vous allez pouvoir vous retrouver. Président, hein? Président, Oui. on a une mauvaise qualité de son derrière les ordinateurs. J'ai déjà signalé ça. J'ai compris pratiquement la moitié de ce que vous avez dit, donc je vote, mais on a une très mauvaise qualité de son. Très bien, d'accord. Ben, les techniciens ont noté. Vas-y, Madame Anneau. Oui, chers collègues, je sortirai de ce conseil communautaire en ayant appris quelque chose. Et en fait, j'avais toujours eu l'illusion que c'était les deux maires qui pouvaient bénéficier d'un peu plus en pourcentage. Et en fait, je me rends compte que non. Donc, bon, en tout cas, j'aurais appris quelque chose que, en fait, les deux maires des deux autres villes ne sont pas, en tout cas pour ce qui concerne Bemao, ne sont pas concernés. Voilà, c'est le constat que je peux faire en voyant le tableau de la répartition. Oui, il n'y a pas de critère de maire, ou conseiller général, ou conseiller régional, hein, ou parlementaire. Bon, on en a deux dans la maison. Donc ils n'ont pas de... Il n'y a pas de privilège particulier. Même moi, j'aurais pu toucher 0 € aussi. Hein. On n'est pas obligé de me payer non plus. Hein. J'aurais pu être bénévole. D'ailleurs, à une certaine période, je touchais 52 € pendant plusieurs années à la mairie des Abîmes. Parce que j'étais écrété, j'avais atteint le plafond. Avec ma députation, quand j'étais député, donc je fais 52 € aux Abîmes. Donc voilà, mais il n'y a pas d'obligation de mettre les maires. Ce n'est pas une fonction maire au sein du conseil communautaire, ça n'existe pas. Soit clair, hein? Il y a des vice-présidents, il y a un président, il y a des vice-présidents, et il y a des conseillers communautaires. Il y a des vice-présidents de commission, il y a des rapporteurs de commission. Voilà les fonctions qui existent à Cap-Excellence. Maintenant, parmi les conseillers communautaires, il y a des maires. Ça, c'est clair, j'en suis un, Madame Polifonte, Monsieur Durimel. Il y a des conseillers régionaux, peut-être faux. Il y a des vice-présidents de région, de département. Il y a même un député et un sénateur. Donc ça ne donne pas une distinction juridiquement à Cap-Excellence. Ils n'ont pas besoin de Cap-Excellence pour fixer le montant de leur indemnité ou pouvoir, etc. Ils voient ça dans leur assemblée respective. Très bien. Oui, vas-y. Monsieur le Président. Bonjour à tous. En fait, je voudrais poser une question avant que nous votions cette affaire. Vous avez évoqué la question de l'écrêtement et au regard des tableaux tels qu'ils sont faits au niveau des annexes, comment allons-nous pouvoir modifier si vous prenez cette décision? Alors, on parle en termes de rang, tant au niveau des vice-présidents et aussi des élus communautaires par rang. C'est-à-dire les 23, on dit 23 précisé, hein. Quand on met du premier conseiller au 23e conseiller 233-36, comment allez-vous ensuite, si on écrit ça de cette manière? Mais une délibération peut en chasser une autre. Voilà. Non, c'était pour savoir... Mais oui, mais une délibération peut en chasser une autre. Ok. À mon avis, c'est pas figé. D'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point-là? Pas d'autres interventions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Ben, ceux qui touchent 233 € vont un peu payer, rembourser l'essence. C'est déjà pas mal. Bon, ils ont des indemnités, en tout cas au niveau de la vie des Abîmes, la plupart sont soit adjoints ou etc. Ils ont d'autres fonctions. Ils ne sont pas dans la misère en termes d'indemnité. Pas tous. Quelques-uns peut-être, mais pas tous. Très bien. Monsieur le Président. Oui. Oui, juste pour vous dire bonjour à tous. J'avais un problème de connexion et je suis présent, monsieur Fou. Je suis désolé, j'étais avec tout à l'heure, mais je n'avais pas de connexion. C'est assez difficile. Ah, c'est juste de présenter. Tu es parmi nous, très bien. Parfait. On a voté déjà? Oui. Très bien. Alors l'affaire suivante, on est, je crois, à l'affaire 7. C'est Alix Navajo qui présente l'affaire 7. Vas-y, Alix. Merci. Alors, affaire numéro 7, signature d'un protocole transactionnel avec la société Propreté 2000. Donc,
Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le président à signer un second protocole transactionnel avec l'opérateur Propreté 2000 pour les prestations de services ayant pour objet la collecte d'encombrants sur le territoire communal des Abymes. Un premier protocole transactionnel a permis d'indemniser l'opérateur des prestations effectuées du mois de juillet 2019 au mois de décembre 2019, faute de contrat. Dans l'intervalle, le marché lancé par l'administration a été déclaré sans suite. Un second protocole transactionnel s'avère nécessaire afin d'indemniser les prestations réalisées par la société en l'absence de marché du 1er janvier 2020 au 31 septembre 2020. Une partie des prestations a fait l'objet d'une attribution sur marché par la commission d'appel d'offres le 19 août 2020. L'article 2044 du Code civil permet de conclure une transaction qui constitue un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce protocole vise à prévenir une contestation sur le paiement des prestations réalisées. L'indemnité transactionnelle proposée est d'un montant de 382 594,72 € TTC avec des concessions réciproques à hauteur de 30 600 € TTC. Donc vous êtes invité à vous sur cette affaire. D'accord. Très bien, merci Alix. Cette affaire est mise en discussion. Vas-y Georges, monsieur Doubert. Merci, chers collègues. Donc, concernant les protocoles transactionnels, on sait exactement comment c'est approché. Il n'y a pas de souci. C'est dans le cadre d'affaires non traitées ou non réglementaires, enfin, par exemple non traitées, qu'on peut le passer dès lors qu'il y aura un service fait. Ma question, c'est pourquoi le temps, pourquoi tant de temps pour, comme on dit, régulariser les marchés, comme on dit d'une part, hein? Ça, c'est ma première question. Oui. Et la deuxième question, on parle de propreté ou d'encombrants. Quelle est la limite entre propreté pour la commune et les encombrants pour Cap Excellence? Je ne sais pas si c'est bien comprendu ça. Mais c'est tout l'objet de long débat. C'est l'objet de long débat, de questionnement. Parce que dans les autres communes également, nous avons aussi peut-être des actions, comme on dit, similaires, et que nous, on ne présenterait pas pour autant des protocoles transactionnels, parce qu'on tient absolument à faire d'abord une convention avant même, et pour agir en lieu et place de Cap Excellence, pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez trois questions, est-ce que ça peut être traité? Voilà. La première question financière, monsieur disait va pouvoir répondre. La deuxième, madame Dandou sans doute, mais avant qu'il réponde, on est en plein questionnement. Nous sommes un sujet très sensible pour la ville de Pointe-à-Pitre, éminemment, pour la ville de Bémaro, je le sais, et pour nous aussi, dans certains quartiers, le problème des dépôts sauvages. Savoir s'ils relèvent de la propreté ou de la collecte. La collecte et la collecte de traitement valorisation relève de Cap Excellence avec le CIVAD, notre syndicat. Et la propreté relève encore la ville, la propreté urbaine notamment. Donc tout ce qui est balayage des rues, des dallos, tout ça, hein, les trottoirs, les espaces publics. Mais quand on retrouve aussi un dépôt sauvage, à ce jour, c'est la ville. Donc c'est là qu'on doit pouvoir discuter, ou bien vérifier que c'est bien ça la loi, hein, et pour voir comment on peut quand même malgré tout, sans être hors la loi, pouvoir accompagner les communes sous ce sujet très délicat. Et donc je crois qu'on avait déjà discuté même avant les élections, j'ai ouvert un chantier là-dessus, on en aura parlé en début de mandature, et peut-être que Mme Dandou va en profiter pour nous faire un point, M. DJS, si nous avons un calendrier sur ces réunions, sur ces stratégies à envisager ensemble avec les trois municipalités. Alors M. Eliezer tout d'abord. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, vas-y. Donc, la première question, c'était de savoir pourquoi nous faisons usage de ces protocoles, puisqu'il n'y a pas de contrat. Alors, c'est vrai que c'est un contrat qui avait été transféré, hein, puisque nous avons pris la compétence en 2016. Ce contrat a été transféré. Et nous avons, pour ce contrat, fait un avenant qui nous permet de poursuivre, puisqu'il nous a fallu reconsidérer les conditions de passation de ce marché. Nous avons reconsidéré.
Et lorsque nous avons lancé la procédure, on savait que le marché arrivait à sa fin, on a eu un souci lié à l'absence de fourniture des éléments obligatoires relatifs à la reprise du personnel. Ça veut dire que cet élément ne nous a pas permis de lancer le marché pour respecter le marché plus l'avenant. Ça fait qu'on s'est retrouvé dans une période hors marché. Cette période a duré. Nous avons pour autant lancé, quand nous avons reçu les éléments, lancé le marché, mais ce marché qui a été lancé a été déclaré sans suite. Donc, ça signifie que les prestations ont encore duré hors marché. On a relancé un nouveau marché et pendant tout ce temps-là, on avait fait une première convention de transaction qui allait en décembre et il a fallu faire une nouvelle convention de transaction pour les prestations post-décembre. Et le nouveau marché a été attribué pour une partie des prestations récemment. Et donc là, il faut clôturer cette partie-là jusqu'en septembre, puisque nous y sommes là. Ce sont des facturations qui sont forfaitaires chaque mois. Et donc, de janvier jusqu'à septembre, là, nous n'avons pas de contrat. Le prochain marché sera notifié au mois d'octobre, puisque la CAO s'est prononcée, mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de contrat. Ce qui fait que la seule solution possible pour payer le prestataire, parce que ça fait déjà un certain temps qu'il n'est pas payé, c'est cette solution de transaction, tout en sachant qu'une deuxième convention de transaction n'est pas forcément c'est le contrat qui est toujours intéressant, mais là, on n'a pas d'autres moyens juridiques pour le payer. Donc, on propose effectivement ce deuxième protocole transactionnel, sachant qu'à partir de septembre, il y aura un marché en octobre, un marché qui va commencer pour partie se mettre en place. Voilà un peu les raisons expliquées. Alors, peut-être sur la partie propreté et voilà, je vais laisser le directeur général répondre. Alors, s'agissant de cette question et de la répartition des compétences entre les villes et leurs communautés d'agglomération en matière de propreté, nettoiement et en matière de collecte des encombrants et des déchets ménagers. Donc, vous avez, dans le cadre de la loi NOTRe qui nous l'imposait, mais la communauté d'agglomération, le conseil communautaire s'est saisi dès 2016 de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Mais les villes ont souhaité conserver la compétence, nettoiement, la compétence propreté. Donc tout ce qui est traitement des espaces verts, tout ce qui est balayage dans les centres-villes, ça reste de la compétence des villes membres de Cap Excellence. Et donc la compétence de Cap Excellence, c'est uniquement une compétence sur la collecte, donc les bennes qui vont collecter les déchets ménagers en porte-à-porte, la collecte sélective, les points d'apport volontaires, donc les bornes qui sont installées dans les communes, là c'est une compétence de Cap Excellence. En sus de cette compétence, la communauté d'agglomération également collecte les encombrants, les déchets blancs par exemple, les machines à laver, usagées, ça relève de la compétence de Cap Excellence. Nous avons observé effectivement depuis quelques mois, depuis quelques semaines, une croissance des dépôts sauvages d'encombrants. Donc la compétence Cap Excellence. Alors, ce qu'on a observé, c'est que cette situation, même si avant on avait déjà quelques dépôts sauvages, elle s'est surtout accrue du fait des dysfonctionnements que les autres PCI en matière de collecte ont eu sur leur territoire. En clair,
l'habitant qui n'est pas forcément résident de Cap Excellence, mais qui passe à Bimao, qui passe aux Abîmes et qui passe à Pointe-à-Pitre, qui peut, parce que la collecte n'est pas effectuée sur son territoire de façon régulière, on a observé qu'il y avait, puisqu'on a donc des signalements qui nous ont été faits avec des plaques d'immatriculation, souvent ce sont des résidents qui sont en dehors de l'agglomération, et on sait les difficultés que les EPCI limitrophes ont, et donc on est quelque part, et ce sont des charges de centralité aujourd'hui. Notre centralité fait qu'on a des dépôts aujourd'hui sauvages qui sont donc beaucoup plus importants. Donc un plan d'action, les services donc commencent déjà à travailler sur des propositions de plan d'action avec les villes membres, puisqu'il va falloir que les deux soient liés, notamment s'agissant de la répression. Les dépôts sauvages ne sont pas autorisés, sont verbalisables, mais il faut que ce soit les polices municipales qui interviennent après qu'on ait matérialisé des panneaux, par le biais de panneaux, sur le fait que tel ou tel lieu n'est pas un lieu de stockage d'encombrants et que donc les personnes, les contrevenants s'exposent à donc des poursuites pénales ou des poursuites en termes de peine d'amende. On a également observé un accroissement du dépôt sauvages par des entreprises. Donc des entreprises du BTP, des entreprises qui livrent des matériaux, qui livrent des produits ménagers, qui viennent également alimenter donc ces dépôts d'encombrants. Donc là, même principe. C'est le principe de la verbalisation donc, qui va s'appliquer, puisque ce sont donc des entrepreneurs peu scrupuleux qui finalement jettent dans la nature. Il y a eu des opérations qui ont été engagées, notamment une opération qui était engagée à Jarry, Clean My Island, par cette association. Et on s'est aperçu qu'au-delà de ce qu'on voyait sur la voie publique, c'était ceux qui, peut-être dans les moins vertueux, qui étaient les plus citoyens, beaucoup vont également dans les zones humides, dans l'arrière-pays, donc alimenter ces dépôts. Donc ce qui sera proposé, l'on travaille avec les villes, c'est la question de la répression, la question également de l'information, puisqu'on a un réseau de déchetterie aujourd'hui qui est dense, avec donc le point d'apport de Jarry, avec également donc la déchetterie de Petit Pérou, avec le projet de création donc de la déchetterie de Trioncel, la déchetterie également de la Gabarre. Donc il y a une offre aujourd'hui pour pouvoir traiter, et ceux qui le font un peu par facilité. Oui, Doubé, vas-y. Oui, enfin, j'ai bien compris ça, il n'y a pas de souci sur les déchets. Je répète encore que la convention transactionnelle ne cause aucun problème, parce que généralement le service est fait, donc il faut payer notre compris. Surtout actuellement, vous en avez effectivement besoin de trésorerie. Je vais parler un peu. Juste en témé, comme on dit, que quand on a demandé, nous, Bibao, de pouvoir traiter la question des ordures, qu'on puisse trouver au moins une solution comme celle-là. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Parce que c'est très bien que les abîmes soient propres, c'est clair. Et ça, on se félicite d'ailleurs parce que c'est la communauté. Mais nous aussi, on a un problème. C'est une convention qui concerne les abîmes seulement? Uniquement les abîmes. Uniquement les abîmes. Je n'ai pas encore compris. Non, c'est pour ça. Hein, je dis encore que c'est bien parce que comme on dit, quand le territoire est propre, il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, on a eu le souci concernant les dépôts aussi. Et il lui fallu donner une réponse. La seule réponse, c'est qu'il n'y avait pas de marché. Effectivement, c'est ce qu'on peut comprendre, mais s'il s'agit aussi d'ordures qui s'amoncellent, et donc et ça cause des problèmes sanitaires, donc on aurait tant aimé recevoir, comme on dit, une réponse comme celle-là, nous faire traiter les ordures et ensuite faire aussi une convention transactionnelle comme celle-là. Je pense aussi que c'est également pour Pointe-à-Pitre également. Ça, je ne parle pas à la place de Pointe-à-Pitre. Merci. Président. Oui, allons-y. Hein. Non, sur ce point, simplement, une précision, c'est que la convention transactionnelle ne vient pas couvrir des collectes supplémentaires. Elle vient tout simplement parce qu'il n'y avait plus de marché pour permettre donc la collecte qui était celle auparavant faite par les abîmes et qui a été transférée donc à Cap Excellence. Donc on n'avait plus de marché et n'ayant plus de marché, le comptable nous dit il faut produire... Pardon ? Oui, mais on ne peut pas arrêter ce type de collecte. Donc, on a continué parce qu'il y avait des questions. Il y a un contrat qui peut être prolongé. Et dans ces conditions-là, c'est ça conditionnement. Tout à fait. Mais ça ne cause aucun problème parce que c'est des ordures. Mais si toutefois vous trouvez un jour
si ce n'est pas encore le cas, voilà. Dans le même cas de figure, il n'y a aucune raison que nous n'appliquions pas la même règle avec vous. C'est ça ma question. C'est ce que je veux entendre du président. Mais sur le principe, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est évident. Merci, président. Ça qui est bon pour toi, bon pour Canard. C'est ça, David. D'accord. Oui, madame Madli Gargar, vas-y. Allez-y. Bonjour à tous et toutes. Oui, je voudrais aussi qu'il en soit madame de même... Madame la vision pour aller à 7 minutes. Vas-y, madame Gargar. Je voudrais qu'il en soit de même aussi pour la ville de Pointe-à-Pitre, qui est un véritable dépotoir. Et quand vous avez dit tout à l'heure qu'aux bornes de tri, l'enlèvement se fait de façon régulière, pas à Pointe-à-Pitre en tout cas. Mais madame Dandou va vous répondre. Mais j'aimerais bien, justement, j'avais déjà soulevé le problème en commission. Très bien. Je vous remercie. Très bien. Encore une fois, sous le principe, là c'est un aspect un peu juridique, ce n'est pas une subvention complémentaire qu'on a donnée pour la collecte des encombrants aux abîmes, si on a traité juridiquement pour éviter qu'il y ait une rupture de marché ou qu'il y ait une rupture de prestation. Il y a un marché abandonné ou je ne sais pas trop quoi, on a trouvé une formule juridiquement convenable qui permet d'assurer le service public. Mais pas une subvention supplémentaire. Donc si on trouve demain dans le même cas BMAO à Pointe-à-Pitre, on appliquera la même règle. À moins qu'on se fasse retoquer entre-temps par la Chambre régionale des comptes. Mais si ce n'est pas le cas, on appliquera la même règle. Maintenant, la question de... Oui, si vous permettez, je voudrais simplement vous poser une question qui a été soulevée par des agents de la ville de Pointe-à-Pitre, de la collecte d'enlèvement d'ordures ménagères de Pointe-à-Pitre, qui m'ont dit que certains salariés, certains agents municipaux de la ville de Pointe-à-Pitre avaient été transférés à Cap Excellence. Et il semblerait, je dis bien, il semblerait qu'il fonctionne de façon, je dirais, revancharde envers les Pointois, sous prétexte que l'ancienne équipe leur devait encore de l'argent. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, merci. Ah ben si ils en voulaient à l'ancienne équipe, ils devraient au contraire redoubler d'efforts maintenant que l'ancienne équipe a été remplacée. Et non pas le contraire. Enfin, on a noté quand même, il y a sans doute des explications concrètes à ton questionnement. Madame Dandou. Président. Oui. Oui, Président, je sais que nous sommes dans un cadre bien précis, en tout cas celui d'une convention de transactionnelle qui permettrait de pouvoir payer l'entreprise suite aux différents passages sur le territoire de la ville des Abîmes. C'est vrai qu'on reste toujours dans cette problématique de déchets et particulièrement sur le ramassage des encombrants, que ce soit la ville de Bémao, les deux autres communes. Et, nous savons tous que nous rencontrons de grosses difficultés là-dessus, en tout cas à faire entendre compte tenu de nombreuses incivilités. Président, j'avais beaucoup intervenu là-dessus, un aparté, pas seulement au niveau du conseil communautaire, pour qu'au moins on se retrouve avec un passage supplémentaire, pas sur l'ensemble forcément du territoire, mais là où ça pose problème, là où il y a un véritable problème, puisque les polices municipales, et je peux dire que même au niveau des Abîmes de Pointe-à-Pitre, ils ont certainement les mêmes difficultés que chez nous. Les polices municipales ne peuvent pas être 24 heures sur 24 au point où se trouve ces dépôts sauvages. Également, les habitants... À Houston. Donc, il y a nécessité, Président, dans un deuxième... En tout cas, qu'il y ait un certain nombre de passages supplémentaires dans les quartiers les plus en difficulté. Chez moi, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Ensuite, surtout au niveau de la Jaille, ils font pareil. Et deuxième chose, on a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi ou monsieur le DGS, la déchetterie qui doit se faire au niveau de Trioncel. Moi, je voudrais savoir quel calendrier on se donne, parce que ça fait un certain nombre de temps qu'on en parle, et j'aimerais pouvoir, en tout cas, j'aimerais voir cette déchetterie voir le jour, puisque ça fait un bout de temps qu'on en parle, il y a lieu véritablement de s'activer dessus. Il n'y a pas de nouvelle déchetterie. Voilà, Président. Question d'une nouvelle déchetterie. Allô? Ah ben oui, des questions. Oui, j'entends, oui. Donc concernant la déchetterie, Madame Dandou, concernant la déchetterie,
Oui, des questions, une déchetterie à Bémao et une nouvelle, je crois, aux abîmes, ou la réparation aussi de la déchetterie actuelle. Monsieur l'ancien DGS, si notre DGS actuel n'était pas encore en fonction, concernant, on avait... Madame Dandou n'est pas là? Oui, concernant les Président, je suis là. Qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui est en prévisionnel? Alors, Président, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup. Voilà. Donc, pour la déchetterie, c'est la plus récente. Je pense que le directeur général pourra confirmer que ce dossier a été confié à la nouvelle DGST dans le cadre de l'organigramme mis en place depuis le 1er septembre. Donc, le dossier n'est plus à mon niveau. Ça, je ne peux pas répondre sur le calendrier. Il faudra demander au nouveau pilote de cette opération. Oui, mais quand tu es en fonction, quand tu es en fonction, Petit Pérou, nous avons conservé ce dossier et nous avons repris contact après le Covid avec l'équipe de maîtrise d'œuvre avec laquelle nous travaillons sur la mise à jour réglementaire en fait des contraintes qui s'imposent aux déchetteries, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions depuis ces derniers mois ou voire ces dernières années. Donc le dossier, l'avant-projet était finalisé, le dossier de consultation était presque prêt. Nous vérifions tout simplement que les dispositions techniques sont compatibles avec les nouvelles règles qui sont sorties ces derniers temps. Concernant plus largement les échanges sur les problèmes de collecte, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs difficultés qui sont vraiment différentes sur les 3 territoires. Sur le territoire des Abîmes, donc le directeur général a donné les explications avec M. Eliezer, on est dans le cadre d'un appel d'offres qui a eu, on va dire, un déroulement plus long que prévu. Et donc, le protocole transactionnel lui permet de se rapprocher entre la fin de l'ancien marché et la notification du nouveau marché qui doit intervenir prochainement. Sur Bémao, et je parle des ordures ménagères qui s'accumulent, en particulier dans les logements collectifs, on a 2 difficultés. Oui, il y a des dépôts de personnes qui viennent de l'extérieur et donc nous sommes en train de travailler sur le nouveau cahier des charges qui tiendra compte des demandes qui ont déjà été formulées par la ville de Bémao et par les services techniques, comme nous l'avions fait pour les ordures ménagères, pour renforcer les collectes exceptionnelles. On ne peut pas aller sur un doublement de fréquence de collecte, parce que là, on exploserait complètement le marché financièrement, mais surtout qu'en fait, ça concerne des points noirs qui sont assez localisés et qu'on connaît. Donc, sur ces points noirs, on intégrera des collectes supplémentaires dans le nouveau cahier des charges. C'est un marché qui devrait être notifié aux alentours du mois de mars ou avril 2021. Par contre, sur les ordures ménagères des particuliers, on a un vrai souci sur le secteur de la campagne parce qu'on a un prestataire qui est défaillant quasiment depuis la notification de son marché et le début des prestations qui ont commencé en juillet 2019. On a calculé plus de 200 000 € de pénalité en 13 mois. Tellement le prestataire n'est pas à la hauteur. Donc nous sommes dans une procédure de résiliation de manière à pouvoir mettre en place un nouveau prestataire qui sera en mesure de respecter le cahier des charges. Sur le bourg, sur Jarry, nous n'avons pas de difficultés majeures sur la collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés. Et enfin, sur Pointe-à-Pitre, puisque j'ai entendu des choses qui, moi, me choquent un petit peu, mais c'est pas grave, je les écoute, j'essaie d'apporter des réponses. On a, dans le courant de l'année dernière, doublé les fréquences de collecte d'encombrants, puisqu'on passait une fois tous les 15 jours, nous sommes passés à une fois toutes les semaines. Donc, il me semble que la fréquence est déjà bien meilleure qu'auparavant. De toute façon, l'ancien maire, d'ailleurs, l'avait noté, plus on passe collecter des déchets au sol et plus les gens en déposent. Donc la solution de toujours faire plus de collecte n'est pas forcément la meilleure. Il y a une phase effectivement de sensibilisation que nous n'avons pas pu mener à cause des élections et à cause du Covid, du confinement, que nous allons reprendre bien évidemment en concertation avec la ville. Et le directeur général l'a également dit, après la sensibilisation, ou en même temps, il y a également la répression. Donc il y a un gros travail à faire avec les polices municipales et les services techniques pour pouvoir effectivement améliorer. Mais ça, c'est général à tout, j'ai envie de dire, tous les territoires, tous les EPCI. Le phénomène des dépôts sauvages, il est récurrent, que ce soit en métropole, que ce soit chez nous. Et malheureusement, plus un territoire a une collecte performante, plus il appelle
Effet d'appel. C'est un petit qui nous pose problème. Très bien. Donc, il y a l'effet d'appel, effectivement. Hein. Donc, je note qu'on a doublé la fréquence de collecte des encombrants sur Pointe-à-Pitre, mais bon, la situation s'est pas améliorée de façon très sensible. C'est pas visible, mais ça veut dire simplement que, aussi bien à Pointe-à-Pitre, mais aussi à Baie-Mahault, dans certains secteurs, qu'au niveau des abîmes dans certains secteurs, il y a non seulement une collecte à ajuster, et comme Mme Dando l'a rappelé, au lieu de dire puisqu'il y a des problèmes dans certains endroits, on va doubler la fréquence partout, il y a des opérations ponctuelles à faire, ciblées, et pour améliorer les choses, mais parallèlement à cela, il faut aussi une politique de sanctions. Je ne parle même plus de prévention, moi. Je pense de prévention-sanction, et pour pouvoir limiter les choses. C'est vrai que comme on est relativement performant par rapport à d'autres territoires communautaires, donc les gens ont tendance, quand ils passent en passant, à déposer leurs ordures. Chez nous. Mais ils ont déjà une petite fibre écologique, puisqu'ils se disent au moins ça va pas aller dans la nature, dans la mangrove, ou dans notre beau pays. J'ai le don de ramasser. OK? Mais oui, quand il y a le don avec silence. Donc ça, c'est peut-être, j'allais dire, la rançon de la gloire. Mais évidemment, on ne peut pas s'en contenter. On aurait aimé avoir d'autres rançons que celle-là. Donc il faut se battre à tous les niveaux pour adapter, ajuster en fonction des moyens. Évidemment, on ne peut pas éternellement consacrer tout le budget communautaire à la collecte, mais il y a une urgence sanitaire, évidemment. Donc il faut s'y attaquer, mais il faut parallèlement faire de la prévention et de la répression. La répression, il faut trouver des techniques. Alice, tu es en charge de la vice-présidence de la commission environnement et cadre de vie. Je pense qu'il faut prendre à bras le corps ce dossier, OK, avec tes homologues municipaux. Il y a Surdin, il y a Baie-Mahault, sans doute il faut les mettre dans le coup, les politiques, je parle, et avec vos cadres respectifs, vos huissiers, avec l'encadrement d'Ando et les autres, prendre à bras le corps ce sujet-là, trouver des solutions, trouver des techniques, faire des propositions pour que nous puissions arriver à bout. Évidemment, trouver des passerelles avec les autres communautés pour aussi peut-être faire des échanges d'expertise, leur apporter notre expertise, etc. Parce que c'est un combat, évidemment, qui ne peut se mener correctement qu'à l'échelle de l'archipel. OK? Ou au moins avec les communautés qui nous sont avoisinantes, où nous sommes un lieu de passage ou un lieu de vie en tant qu'agglomération centre. Évidemment, il y a beaucoup de gens, c'est le pouvoir économique de cette Cap Excellence, qui viennent travailler aussi bien à Jarry, un peu partout, sur le territoire de Cap Excellence. Donc il faut mener le combat avec les communautés voisines, qu'on puisse y arriver aussi. Donc à tous ces niveaux-là, il faut que la commission se mette au travail et nous fasse remonter les propositions du concret, des choses opérationnelles, etc. Je m'en remets à votre imagination et votre intelligence. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions intervenir? La police aussi, nos polices, les polices des 3 communes, police nationale, etc., pour mettre en place des stratégies pour traquer. C'est pas de l'incivilité, c'est de la délinquance. Donc, comment on voit j'incite mes habitants à filmer la plaque d'immatriculation et même les visages des gens. Et quand on m'envoie ça sur WhatsApp, moi je fais tout de suite une publication Facebook. Oui. Avant je disais incivilité, maintenant je dis voilà un délinquant, cas de délinquance, abîme, coupe-popote, tout tel endroit. Le dernier c'était coupe-popote, quelqu'un qui vient vider sa poubelle carrément à terre. Peut-être pas la création. Et donc en plein jour. Oui. Donc on voit vraiment les gens se croient tout permis. Peut-être aussi par la création justement de police environnementale, Monsieur le Président. Quoi? Par la création de police environnementale. Ah mais nous on en a une chez nous aux abîmes. Bon. Je suppose qu'à Baie-Mahault, on doit être aussi à la page. Peut-être après Pointe-à-Pitre, vous n'avez pas encore... On en a eu, mais on ne voyait pas tellement l'utilité. Il faut faire des échanges d'expérience pour vous inciter à en faire une aussi. Tous les agents sont assermentés, on appelle ça encore, il y a assermentation, l'autre, il y a d'autres trucs. Enfin bref, ils ont pouvoir pour pouvoir verbaliser. Les agents de police. Avant, on avait 3 policiers. Mais là, j'ai fait
assermenter, enfin tous les agents, accréditation, quoi, j'oublie bien notre expression, pour pouvoir faire aussi de la police d'environnement, même s'il y en a deux qui sont plus spécialisés. Donc il faut avec la commission, mettre en place toutes ces stratégies pour qu'on puisse vraiment être performant au niveau de Cap Excellence, améliorer les choses. Hein. Il y a d'autres... Monsieur Sirani, vous voulez intervenir. Vas-y, Sirani, excuse-moi. Malheureusement, pour répondre à la collègue, ces actes d'incivilité se font surtout pendant la nuit. Donc, ce n'est pas évident de contrôler, d'être sur place. Et tôt le matin. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être retrouver un système de balisage ou détecteur de présence, je n'en sais rien, mais il faut réfléchir à la question avec un peu plus de, de sévérité. La question n'a pas été très claire en ce qui concerne le calendrier, Président. La réponse, parce que ça c'est important. Surtout, je pense que la ville aura à communiquer sur cet équipement et il faut s'y prendre très tôt, de façon à sensibiliser la population sur ce nouveau projet. Alors le DJS va vous répondre. Oui, précisément, et ça a été un peu l'esprit de l'organisation, de la nouvelle organisation des services sur les projets qui sont aussi sensibles, de mettre les ressources expertes, même si on en avait déjà, mais expertes en termes de réalisation de travaux, de génie civil, de travaux de BTP tout court. Et donc, les premières études opérationnelles ont été faites, étaient déjà rendues. Il va falloir les réactualiser, d'accord, mais ça sera fait très rapidement. L'objectif qui a été assigné au service qui aura la charge de lancer les travaux de construction, c'est précisément que ces travaux soient lancés au cours du deuxième semestre 2021. Donc ça signifie que derrière, on aura des opérations de marché, on aura des opérations de finalisation, de maîtrise d'œuvre pour que début 2021, début du deuxième trimestre 2021, on puisse commencer à construire cette déchetterie. Très bien, et nous entendons aussi aux abîmes. Hein. Le maire, c'est pas le maire qui parle, il dit qu'il n'y a pas de maire forcément en tant qu'abîmier. Hein. Nous attendons aussi notre déchetterie. Hein. Les travaux, on a entrepris déjà des travaux à déchetterie des abîmes. De rénovation. Où il y avait une nouvelle déchetterie aussi prévue pour les abîmes. Hein? Il y avait Bémao et une deuxième pour les abîmes. Oui, Madame Dondo, vas-y, Marie-Hélène, ça c'est ton dossier, hein? Enfin, historiquement. Pour les abîmes, là, il y a un dossier de modernisation. Donc, on a commencé à faire un petit peu des petits travaux de remise en état. Et tel que c'est parti, je pense qu'on sera en mesure de lancer l'appel d'offres pour les travaux vraiment de réhabilitation et de modernisation, puisque la déchetterie existe depuis longtemps. Donc, il est quasiment finalisé. Et on avait parlé effectivement d'une troisième déchetterie sur les abîmes, puisqu'il y a également celle de la Gabarin, qui elle aussi doit être reconfigurée, mais là c'est sous la maîtrise d'ouvrage du CIVAD. Là on est dans la période de recherche foncière sur cette troisième déchetterie. On va peut-être affiner nos réflexions, puisqu'en fait le territoire est quand même assez étendu. On va peut-être mener une étude parallèlement de déchetterie mobile. Puisque ça permettra d'amener effectivement les déchetteries dans les quartiers au plus près de la population. On sait que c'est la garantie que les gens les utilisent réellement, plus que les déchetteries fixes lorsqu'il y a un long trajet à mener jusqu'à la déchetterie. Très bien. Président, oui. Président, juste pour terminer, Président, oui, vas-y. Petite curiosité. Non, mais tu j'ai entendu le DGS pour le calendrier. J'espère que véritablement les choses seront enclenchées parce que, comme je le disais, ça fait un bon bout de temps qu'on en parle. Pourquoi le dossier déchetterie Bémao a été dessaisi chez Madame peut-être notre mot et pourquoi il y a eu un transfert du dossier à la nouvelle DST, que le dossier n'est plus chez Madame Dondo? Petite curiosité, hein? Ah oui, c'est une curiosité parce que c'est une affaire réservée aux responsables de l'administration que je suis. Et donc je ne veux pas en faire état, je parle de l'organigramme, sans l'avoir arrêté. On a plus ou moins définitivement, on a la vie d'ACAP, il y a les syndicats qui sont un peu montés au créneau, nouvelle direction, nouvelle problématique. Hein, le directeur général des services met son empreinte. Hein, on ne demande pas de faire exactement ce que faisait l'ancien DJS. Mais vous savez, tout changement a toujours quelques crispations. Donc on doit revisiter tout cet organigramme et parmi
dans ce nouvel organigramme, ce changement d'organigramme, il y a sans doute les considérations que tu as évoquées. Donc, le moment venu, on va vous rendre compte, même si ce n'est pas une obligation, hein, du nouvel organigramme, et on va répondre en même temps à ton questionnement. Si cette perspective est maintenue. D'accord? Ok, donc je pense que j'ai constaté qu'elle a gardé une déchetterie et une autre déchetterie a été transférée. Donc c'était pour comprendre si elle a toujours cette compétence dans son service. Je ne comprenais pas trop. C'est de nouveaux travaux peut-être. Oui. En fait, dès lors qu'on a la construction de nouvel équipement, donc il y a un service maintenant qui est spécialisé des grands travaux, on considère compte tenu de son envergure que c'est un service grands travaux, et donc avec des profils également de techniciens, d'ingénieurs en termes de travaux. Mais la programmation même de toutes les opérations, savoir combien de casiers, comment ça va fonctionner, ça reste bien évidemment de la compétence de chaque service pilote gestionnaire. C'est simplement l'ingénierie technique qui a été spécialisée. Voilà. Gros travaux, etc. Gros travaux de construction ou de réhabilitation même, sans doute. Et il y a, au niveau de chaque service, des travaux de maintenance, de petits travaux de maintenance. Donc chez Mme Dando, c'est tout ce qui est réparation, on traite les petits bobos, mais toutes les grosses constructions comme BMAO et la seconde des abîmes, ce sera la nouvelle DST, c'est ça? Moi, je réponds comme ça a priori dans la logique je pense, du DJS. Hein. Si les gros travaux, c'est pas pour Abîme simplement. Les gros travaux pour Abîme, pour Pointe-à-Pitre et pour BMAO, gros travaux, pas uniquement en matière d'environnement ou de collecte, en matière dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit pour l'environnement, pour le sport, pour la culture, il y a un service, il y a un truc, gros travaux, transversal. Donc ça concerne Mme Dando comme M. XY ou Tartampion. OK? Donc, et ça concerne des abîmes comme BMAO, Pointe-à-Pitre. C'est pas dédié spécialement à une commune. OK? Et maintenant, toutes les autres garderaient, suivant l'acception du DJS, pour la maintenance, l'entretien quotidien, la maintenance des menus travaux. Chaque pôle garde ses prérogatives. Donc ça ne concerne pas exclusivement Mme Dando, ni exclusivement BMAO, ça concerne toutes les 3 communes et tous les pôles. Cette organisation, mais on y travaille encore une fois. On doit rencontrer les syndicats, puisqu'ils ont eu quelques réserves sur l'organigramme, on va en discuter. Donc ce qui sera arrêté définitivement après cette concertation supplémentaire, parce que c'est déjà passé en CT, et ben on va, même si j'en ai pas obligation, on va vous en faire état. Je m'y engage lors d'une prochaine assemblée délibérante. On va intégrer ton questionnement dedans. Ta préoccupation. OK. Très bien. Okay. On ne fait pas de misère à Mme Dando, en tout cas pas le président. Hein. C'est une technicienne très compétente et dont on a besoin. Hein. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point important? Donc, Alice, tu as la main, hein, avec l'ensemble des services de la ville, hein, oui, des abîmes, de BMAO, de Pointe-à-Pitre, hein, j'espère qu'ils vont jouer le jeu, je n'en doute pas. La police, aussi le CIVAD, hein, parce qu'il y a aussi une déchetterie au CIVAD. Et il faudrait que la déchetterie joue son rôle pleinement, parce que je crois comprendre qu'elle ne fonctionne pas à 100%. J'ai une question concernant le foncier. Ce projet, il est envisagé sur quel foncier? Est-ce que c'est sur l'ex-foncier où il était prévu la plateforme multifilière? Et la deuxième question, qui dit abandon multifilière, alors qu'allions-nous traiter précisément, parce qu'à l'époque, ça faisait beaucoup de polémiques, notamment avec toute la partie incinération, etc., qui a été abandonnée. Et troisième et dernière question, je n'entends pas du tout parler du biogaz. Ce projet, on avait insisté énormément dessus, et qui serait, entre autres, une référence, notamment pour électrifier une ville comme Pointe-à-Pitre, etc. Et c'est vrai que ces travaux sont terminés, et aujourd'hui, on n'en parle pas. Voilà, tout simplement pour savoir exactement où on en est par rapport à ce projet. Très bien lieu. Je dirais, à notre venue au CIVAD, il fallait que ça a été pour nous déjà un premier acte fort, c'était que les villes qui composent Cap Excellence soient représentées au sein du CIVAD.
À côté de cela, nous avons la politique émanée par la région en matière de déchets. Il s'avère qu'ils ont un plan. Le plan était 3 unités de valorisation. Il n'était pas normal que nous, qui sommes l'agglomération centre, que nous ne positionnons pas une fois pour toutes. C'est ce que nous avons acté. Et M. Serrani, vous faites bien de dire, et c'est là toute la finesse qu'aujourd'hui on se garde, parce qu'on est en face avec des multinationales. Il faut bien comprendre qu'on a dit qu'on va phaser le projet en 2 parties. La valorisation et ensuite sur l'énergie. Nous gardons la main sur cette notion d'énergie, de façon à pouvoir être en constante négociation. Parce que en face, nous ne sommes plus seuls. Madame Anneau l'a dit, nous sommes avec la CARL et la CNGT qui ont, eux, leur projet, mais eux, ils gardent la main. Ils ne disent pas véritablement la finalité, parce qu'il y a tout un aspect technique dans le projet, sur l'élément qui est fondamental, qui est le CSR. Quand on retire des déchets, on le transforme, on le valorise, il devient un produit qu'on appelle le CSR. Ils ont des options sur la notion du CSR. Et il y a une multinationale, il ne faut pas peur de le nommer, qui s'appelle Albiomass, où l'État les accompagne à hauteur de 23 millions pour transformer leur chaudière pour pouvoir accueillir ces CSR. Nous sommes le plus grand centre véritablement de déchets de la Guadeloupe, mais on ne nous dira toujours pas jusqu'à la finalité du projet à quel prix on va nous permettre d'avoir le coût du CSR. S'ils sont en situation de monopole, ils ont la main. Aujourd'hui, quand on parle à la fois qu'on valorise et qu'on veut phaser en 2 projets sur une forme d'autonomie, c'est de façon aussi à ce que nous puissions avoir une envergure sur la dimension du territoire. Sur Marie-Galante et sur le Nord-Bastère, en la qualité des 2 communes, Petit-Bourg et Goyave, ils sont au sein du CIVAD. Ils sont membres à part entière. L'autre question, c'est sur les hectares. Oui, M. Serrani, il y a des hectares qui ont été un peu réservés. Aujourd'hui, on a un timing où vous avez parlé de la notion multifilière, où ce projet de 200 millions devait voir le jour, qui ne voit plus le jour. Ces casiers, c'est des casiers qui ont été réservés pour finir l'enfouissement. Donc nous avons, là, au moment où je parle, à aller vite. Il faut qu'on sorte cette unité pour que, entre le moment où il n'y aura plus d'enfouissement, que nous sommes en position de faire la valorisation. Si nous ratons ce cap, croyez-moi, tout ce qui est déchets ira à Sainte-Rose et ira dans un pôle 100% privé. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à faire sortir notre projet, à le réussir, et dans un laps de temps assez court. Monsieur Poncé, autre précision? Oui, merci Président. Bonjour à tous. Pour apporter les réponses, on va dire, chiffrées ou techniques qui ont été, sur les questions qui ont été posées tout à l'heure. La première concernant, on va dire, les tonnages avec les retraits, on va dire, d'un ancien membre aujourd'hui du territoire du CIVAD. Aujourd'hui, le CIVAD en moyenne annuelle sur le site de la Gabarre reçoit 80 000 tonnes par an. Donc c'est bien moins que les années précédentes, sans parler, on va dire, des années où on recevait plus de 200 000 tonnes, mais on reste, on va dire, le territoire entre Marie-Galante, une partie du Nord-Bastère et Cap-Excellence, qui produit, on va dire, le plus de déchets. Pour connaître un peu le projet du Nord-Grande-Terre et de la Carle, ils sont entre 40 et 50 000. C'était les tonnages étaient chez nous avant, donc c'était l'addition de des tonnages de ces 2 collectivités. Donc on est à 80 000 tonnes, on va dire, c'est l'équivalent par exemple de l'agglomération de Troyes qui va inaugurer bientôt son usine de traitement des déchets sous la présidence de M. Barouin.
S'agissant on va dire, de la situation avec la communauté de communes de Marie-Galante, le président l'a indiqué, aujourd'hui il n'y a pas de convention particulière avec la communauté de communes de Marie-Galante sur ce projet. La communauté de communes de Marie-Galante est membre statutairement du CIVAD au même titre que Cap Excellence, et donc elle est impliquée sur ce projet-là et globalement sur la gouvernance du CIVAD au prorata, on va dire, de sa représentativité que vous avez vu tout à l'heure. Sur la saisine de la région et du département par rapport aux perspectives d'investissement qui ont été présentées là, de la première phase, les 65 millions d'euros sur cette première phase et les 70% de subventions, c'est ce qui a justement fait l'objet des 2 ans de discussion précédemment, dont il a été question tout à l'heure, essentiellement avec la région, puisque le département n'ayant plus de compétences planification n'intervient quasiment plus sur ces sujets-là depuis, on va dire, les évolutions de compétences. C'est vraiment la région qui en plus est autorité de gestion sur les fonds européens, qui est quasiment seule à avoir la main, et le taux de subvention prévisible de 70%, c'est l'hypothèse qu'ils nous ont communiquée eux-mêmes dans l'ensemble des échanges que nous avons pu avoir. Sur le foncier, effectivement, le président a répondu. Nous avons sur le site 2 zones de disponibilité foncière, celle que M. Sirani connaît, qui était l'ancienne zone de la plateforme multifilière, qui est aujourd'hui en cours d'aménagement, en cours de travaux pour disposer de capacités de stockage au moins sur les 6-7 prochaines années, pour nous permettre d'avoir le temps de réaliser rapidement l'usine dont on parle depuis tout à l'heure. Et l'autre disponibilité foncière qui fait aussi 5-6 hectares sur le site se situe plutôt à l'ouest du site. Et aujourd'hui, elle est dans le périmètre historique du CIVAD aussi. Et puis enfin, j'avais noté la dernière question de M. Sirani sur la valorisation du biogaz. Je pense que vous faites allusion, on va dire, à l'unité de valorisation du biogaz qui existe sur le site. C'est ça. Elle est en service depuis fin 2017, depuis novembre 2017 de mémoire. On était d'ailleurs sur place hier avec la délégation de l'AFD qui nous a visités. Elle fonctionne sans difficulté particulière avec nos 2 moteurs et on va dire les installations. Et elles nous permettent de produire l'équivalent de la consommation en électricité d'à peu près 2000 habitants par an, quoi, en moyenne. C'est lié à la production de biogaz qui elle-même on va dire, découle, on va dire, de la dégradation de la matière organique de nos déchets dans l'installation de stockage qui est juste au-dessus. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur ces aspects-là. Oui, merci monsieur le directeur. J'ai une demande à faire à Dominique. Est-ce que c'est possible de mettre en place une véritable communication autour du CIVAD? Parce que c'est une institution, on va dire, qui n'est pas connue. Quand on pense à la situation centrale du CIVAD, qui est importante, depuis bien longtemps, il n'y a plus d'incendies. Ces incendies à répétition et ces nuisances olfactives qui gênaient les écoles, ça n'existe plus. Et je vois aussi qu'il y a la production de sa propre électricité depuis 2017, mais c'est carrément ignoré de la population. Il y a une véritable communication à mettre en place autour du CIVAD pour mieux faire connaître cette institution-là. Parfaitement. Nous avons déjà réfléchi à un plan de communication qui ferait à connaître le CIVAD dans toute sa dimension, mais aussi sur avoir un peu un esprit, quand j'ai échangé avec le président de Cap Excellence, sur un parcours peut-être pour sensibiliser les élèves. Un parcours piéton ou VTT. Oui, et il y a encore d'autres idées dans les tiroirs, mais on parlera du CIVAD, car c'est une référence aujourd'hui en matière d'évolution sur, je dirais, tout ce qui est co-organisme. Très bien. Madame Hano, vas-y, Madame Hano. Oui. Juste une dernière question. Je voudrais savoir quel sera le procédé de valorisation, parce que j'ai cru comprendre que les préconisations de l'Union européenne sont très strictes en la matière. Donc, je voulais avoir un peu plus d'informations concernant le procédé de valorisation qui sera adopté. Madame Hano, permettez-nous de garder ça pour l'instant sous la main. Comme je l'ai bien indiqué, nous avons une idée. Ça se fera un petit comité. Regardons aussi ce qui se passe ailleurs. Il y a une stratégie.
M. Domain connaît, c'est un stratège. D'autres interventions? Eh bien, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, non? Non, pour les nouveaux élus, non. Le président reste à votre disposition, le DJS aussi, et mon conseiller spécial. Je garde tout. Donc, vous avez tout à votre disposition. Et mon cabinet, je vais quand même présenter mon cabinet, même s'ils vont consigner leur contrat, mais il fonctionne déjà. Hein. L'office de paix, précisément, leur première. Et nous avons un cabinet qui est composé de trois adjoints de cabinet, Madame Chaudrin Claudia, qui est derrière moi, qui était déjà là, hein, avec l'ancien directeur de cabinet Jocelyn Jalton. On continue. Bon, c'est un homme d'opération, mais les deux autres ne sont pas là, non? Woody est là et la troisième, Noémie, n'est pas là. Noémie est malade. Donc, monsieur, voilà. Le conseiller spécial va présenter les fonctions de ce... J'avais chargé d'essayer de mettre ça en place pour moi, avec le DJS. Alors, présente-moi les trois adjoints de cabinet. Le président Jalton m'a chargé donc d'assurer la coordination de son cabinet, qui aujourd'hui est composé de 3 collaborateurs de cabinet. Chaudrin, qui est derrière vous, tu te lèves, tout le monde te connaît. Monsieur Widi Zorobabel, qui est directeur adjoint de cabinet. Et Madame Clotilde Noémie, qui est en visio, je crois. Oui, et qui devrait, pour Clotilde Noémie, on met ça en perspective. Elle est pressentie pour le poste, mais elle est encore sur un autre statut. Et d'ici quelques semaines, elle pourra être officiellement au poste énoncé par monsieur le conseiller spécial. Une fois que son stage de fonctionnaire aura pris fin à la fin de l'année. Donc 3 collaborateurs qui participent à des degrés différents à vos travaux au niveau des commissions, et sous la coordination de votre serviteur, conseiller spécial. Oui, le conseiller spécial n'est pas directeur de cabinet, il ne peut pas l'être, hein, de par les statuts, mais va continuer à assurer une coordination, m'aider à la gouvernance, dirons-nous, et m'aider à coordonner ce cabinet, dans le cadre de sa vacation. Ok, voilà, d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Eh bien, bon week-end. Et faites attention quand même, parce que je vais terminer sur ça, nous sommes en zone rouge. Nous sommes le département français le plus touché, la région, hein, territoire français le plus touché par l'épidémie. Notre taux de positivité, c'est-à-dire quand on fait des tests, ce soit positif, soit négatif, on divise le nombre de tests positifs par le nombre de tests qu'on a fait, on multiplie par 100, ça vous donne un pourcentage. OK? Eh bien, notre taux, c'est à peu près 21, 20,99. Et en France, on a 5,2. 5,2. Oui, donc j'attends les derniers. Une seconde. Je sais pas encore. On a voté. Et donc ça fait 4 fois plus. Hein. Donc on a fait fort. Hein. On a fait fort, je ne sais pas comment on est arrivé là. Il y a sans doute les vacances, les jeunes, le relâchement, après le déconfinement, etc. Hein? Oui, le préfet, on a fait une réunion CTAP avec le préfet, pas CTAP, réunion Covid hier, vous appelez le directeur de l'ARS. Eh bien oui, hein, il va annoncer, il va serrer un peu les rouages, et parce que les chiffres sont très alarmants. Et dans tout ça, le problème, et quand j'entends encore des raisonnements puérils, hein, comme quoi il n'y a pas lieu de s'arrêter, que le virus ne tue pas beaucoup, etc. Mais bon, il tue suffisamment, il est suffisamment contagieux, ok, pour amener un maximum de personnes en phase de complications qui ont du mal à respirer en urgence respiratoire, et pour amener suffisamment de personnes en réanimation, c'est-à-dire quand on est en détresse respiratoire, pour pouvoir engorger ces services. Les services d'urgence, notamment respiratoire, et les services de réanimation. OK? Et donc, si ces services, qui sont les derniers services avant Biras et Jalton d'Orocan, c'est la réanimation. Et juste avant la réanimation, c'est l'urgence. Si les services d'urgence
et de réanimation sont engorgés, les médecins ont un choix à faire, soit en urgence, soit au pass de réanimation, pour choisir qui est-ce qu'on essaie de sauver et qui est-ce qu'on laisse mourir. Alors pour ne pas transformer les services d'urgence et de réanimation du CHU en mouroir, eh bien, il faut que, quelles que soient les appréciations qu'on ait sur ce virus, eh bien, qu'on fasse le nécessaire pour diminuer son taux de circulation. Tout le reste n'est que billevesé. OK? Donc si on ne comprend pas ça, les choses sont simples. On va faire un petit tour au CHU, au service d'urgence, etc. On demande aux gens qui y travaillent qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, portons nos masques, évidemment. Quand on va au mamelle, on est tout seul, ou avec son amoureux. On va pas vous demander de porter votre masque. Hein? Quand on dit partout, c'est partout les lieux fréquentés par le public, on est susceptible de croiser quelqu'un. Vous êtes au Mont Calvaire en train de prier. À 2 pèlerins, vous êtes chacun à 10 mètres, on ne va pas vous demander de mettre un masque. OK? C'est pas là que j'ai envoyé ma police municipale pour contrôler. Mais par contre, dans un marché, quand on se côtoie, on a du mal à respecter les gestes barrières, etc. Des lieux publics, des manifestations publiques, dans le milieu clos encore plus. Eh bien, il faut porter le masque pour limiter les dégâts. Et ceux qui n'ont pas peur de mourir, au moins qui ne tuent pas les autres, au moins la décence de ne pas tuer les autres, donc de prendre des précautions pour les autres, ils s'en foutent pour eux-mêmes. Voilà, les choses sont assez simples et carrées, à mon niveau en tout cas. Et donc je pense qu'on va avoir 15 jours, parce que le préfet va prendre des dispositions. On va avoir 15 jours, pas de confinement, mais de dispositions plus drastiques, particulièrement pour la Guadeloupe, puisque nous sommes number one et il faut prendre des dispositions particulières. On va parler de nous au niveau des actualités nationales, sans aucun doute. Ah, c'est déjà fait, mais voilà. Mais espérons qu'on ne parlera pas pour notre bilan. Bon, on n'est pas là, après tout, pour faire fonctionner BIRAS au niveau de ses activités professionnelles.